Donc, on va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu le replay du premier live ECG ou qui n'étaient pas présents au premier live ECG, je m'appelle Perrine, je suis interne de cardiologie au CHU d'Amiens. Et aujourd'hui, avec Nicolas, qui est interne de cardiologie à Paris, on vous propose un second live ECG qui traitera des principales pathologies cardiovasculaires et notamment des principaux ECG dans ces maladies-là. Vous avez sur l'application Cloud Presenter un petit onglet questions-réponses. Je vous invite, dès que vous avez une question, à bien mettre, pas dans la conversation générale, mais bien dans l'onglet questions-réponses. Et Nicolas pourra répondre au fur et à mesure, puisque moi, je vais m'occuper plutôt du diaporama. Donc, on nous avait demandé pas mal de supports pour progresser en ECG, des moyens de s'entraîner. Tout d'abord, on vous propose la plateforme Hippocampus, évidemment, avec beaucoup de choix pour s'entraîner à l'électrocardiogramme. Vous avez notamment la section ECG, vous avez beaucoup d'ECG d'entraînement, mais vous en retrouverez aussi dans les troubles de conduction, dans les troubles du rythme, dans la fibrillation atriale. Donc, il y a pas mal de choix pour s'entraîner sur Hippocampus. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube e-cardiogramme qui est très très bien faite. Vous avez MyATG aussi qui est un site web où vous pouvez bien vous entraîner aussi à l'électrocardiogramme. Et vous avez un site qui s'appelle CardioLearn où là aussi vous avez des ECG d'entraînement pour essayer de vous entraîner, pour vous tromper maintenant, mais ne pas vous tromper le jour J. Et vous avez les 3 bouquins qu'on a mis là en capture d'écran pour essayer d'avoir vraiment un large choix pour vous entraîner à l'électrocardiogramme. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Le plan sera le suivant. Donc, on va d'abord s'intéresser à la cardiopathie ischémique, notamment ST-, ST+, et on fera un tout petit point rapide sur l'angor stable. On va ensuite traiter des ECG typiques qu'on retrouve en cas de péricardite, d'épanchement de péricardite, et on fera un petit point sur la myocardite et enfin l'embolie pulmonaire. On finira par un petit quiz comme sur le premier live ECG. Donc ça se fait sur wooclap.com. C'est une super application où vous pouvez tous répondre en anonyme. Il y aura des petits cas cliniques avec des QCM ou des questions ouvertes. Vous devez interpréter l'électrocardiogramme. Et après, ça fonctionne comme sur des roulettes. Ça vous permet de vous tromper maintenant et ne pas vous tromper le jour J. Donc, on commence tout de suite avec la cardiopathie ischémique, avec notamment la première chose à savoir, ce sont les territoires ECG. Donc, comme vous le savez, vous avez 3 principales artères dans le cœur, l'artère interventriculaire antérieure et la circonflexe qui naissent donc de la coronaire gauche, le réseau gauche, et la coronaire droite. Les 4 principaux territoires ECG à retenir, à mon sens, c'est le territoire antéro-septo-apical de V1-V4, qui est vascularisé par l'artère interventriculaire antérieure. Vous avez ensuite le territoire latéral haut, D1-AVL, qui est vascularisé par la circonflexe. Le territoire latéral bas, V5, V6, également vascularisé par la circonflexe. Et le territoire inférieur, D2, D3 et AVF, qui est vascularisé par la coronaire droite ou par l'artère circonflexe quand celle-ci est dominante, c'est-à-dire quand celle-ci va donner l'artère interventriculaire postérieure. Ça peut naître soit de la coronaire droite, dans ces cas-là, on parle de dominance droite, ou alors de la circonflexe, et dans ces cas-là, on parle plutôt de circonflexe dominante. Donc, ces 4 principaux territoires, je les ai entourés là, je les ai encadrés en bleu. C'est important de les retenir parce que quand vous avez dans ces territoires, donc c'est ce qu'on appelle une systématisation, un sus-décalage ou même un sous-décalage du segment ST, vous avez une petite idée de l'artère qui sera responsable, même si bien évidemment, il existe toujours des variabilités interindividuelles et parfois des petites surprises. Mais globalement, c'est vraiment ça que vous devez retenir. L'infarctus du myocarde, donc le ST+, on fait juste un petit point de clinique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est l'occlusion complète et prolongée d'une artère coronaire. Donc, ça provoque une ischémie dans le territoire de l'artère coronaire. Donc, le territoire qu'elle vascularise va petit à petit nécroser par manque d'apport de sang. Donc, la douleur, elle est typique, vous la connaissez, je pense. Donc, rétrosternale, en barre, constrictive, à type de pression ou de poids, qui irradie dans le bras gauche, les 2 bras ou le bras droit, le cou et la mâchoire, ou la mâchoire. Et il peut très bien ne pas avoir d'irradiation. Il y a toujours des tableaux un petit peu atypiques, mais le tableau classique, c'est celui-là. La durée, elle est prolongée, donc c'est plus de 20 minutes, et elle est classiquement la douleur résistante à la trinitrine, d'accord ?
Ensuite, on passe à l'ECG. Je vous rappelle que devant toute douleur thoracique, que ce soit en théorie ou en pratique, quand vous ferez vos premières gardes aux urgences ou même quand vous êtes externe, toute douleur thoracique nécessite un ECG 18 dérivations. D'accord? Donc, vous faites l'ECG classique, mais vous faites également les dérivations droites et les dérivations postérieures. C'est très, très important de ne pas passer à côté d'un infarctus dans ces dérivations-là. La définition donc ECG d'un IDM ST+, c'est dans plus de 2 dérivations contiguës, un sus-décalage du segment ST qui sera convexe. Donc ça, c'est très important de bien retenir convexe parce que c'est ce qui fait en partie la différence avec le sus-décalage de la péricardite qui, lui, est concave. Donc convexe vers le haut. Donc classiquement, on appelle ça l'onde de Pardy. Donc vous avez un exemple typique d'un sus-ST en AVF à droite là, de la diaporama. Donc vraiment un joli sus-décalage du segment ST qui est bien indiqué par la flèche rouge. Ce sus-décalage, pour être significatif, il faut qu'il fasse plus de 2 mm en V2, V3 ou plus d'1 mm dans les autres dérivations. Vous avez ce qu'on appelle également un phénomène de miroir, donc c'est-à-dire que quand vous allez avoir un sus-décalage du segment ST, vous allez également avoir un miroir, donc une sorte de sous-décalage dans les dérivations opposées. Il y a quelqu'un qui a posé la question de la physiopathologie derrière le miroir. C'est tout simplement le principe d'électroneutralité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un sus-décalage dans une dérivation, enfin dans un territoire, eh bien, dans le territoire diamétralement opposé, vous allez avoir le principe de l'électroneutralité qui s'applique et donc un sus entraîne un miroir en sous-décalage du côté inversé. Deux petites choses à savoir qui sont très importantes, c'est tout d'abord quand vous identifiez un sus-décalage dans les dérivations inférieures, donc en D2, D3, AVF, vous devez chercher un sus-ST dans les dérivations droites. Donc en V3R, en V4R, en faveur d'un infarctus qui se serait étendu au ventricule droit. Je vous rappelle, on vient de voir précédemment que le territoire inférieur est vascularisé par la coronaire droite, le ventricule droit est également vascularisé en partie du moins par la coronaire droite, même en grande partie. Et donc, quand vous avez une ischémie dans le territoire inférieur, il faut chercher cette extension au ventricule droit. Il existe aussi une autre particularité à connaître, c'est quand vous avez un sous-décalage en V1, V2, V3, il faut rechercher un sus-décalage en postéro-basal, donc c'est V7, V8, V9. C'est quand vous faites votre ECG 18 dérivations, c'est les dérivations qui se trouvent dans le dos, V7, V8, V9. Le traitement, puisque beaucoup d'entre vous l'ont demandé sur les réseaux sociaux qu'on fasse un petit point très rapide sur les traitements et pas seulement sur l'ECG, eh bien le ST+, c'est consensus, c'est coronarographie en urgence. Il faut passer en salle de coro très rapidement, c'est une urgence absolue, il faut aller déboucher l'artère qui est occluse. Donc le principe, c'est une dose de charge de 2 antiagrégants plaquettaires, donc classiquement l'aspirine et un inhibiteur de P2Y12. Donc on utilise souvent le prasugrel ou le ticagrelor. Le clopidogrel est plutôt utilisé en cas de contre-indication aux 2 premiers. Une anticoagulation, vous n'avez pas besoin de connaître les posologies, là c'est vraiment à titre informatif. Donc soit par de l'héparine, soit par des HBPM à type d'énoxaparine, des antalgiques, parce que vous imaginez que c'est des douleurs qui font très mal, hein. Les patients sont parfois même très vagos, ils suent, ils se sentent vraiment pas bien. Donc des anxiolytiques aussi, ça leur fait du bien. De l'oxygénothérapie qui ne doit pas être systématique, mais indiquée en cas de saturation inférieure à 90% ou de PaO2 inférieur à 60 mm de mercure. Et les dérivés nitrés, notamment lorsque vous constatez une hypertension, puisque je vous rappelle que les dérivés nitrés ont un effet hypotenseur franc, donc il faut faire très attention et globalement l'utiliser quand vous avez une pression artérielle systolique qui est autour, voire supérieure à 100 mm de mercure. Ça aura un effet antalgique puissant puisque les dérivés nitrés sont vasodilatateurs et là vous avez une artère qui est bouchée, donc ça va vous soulager. Et ils sont également utilisés en cas d'insuffisance cardiaque congestive associée à l'infarctus. Donc les 3 traitements principaux à retenir dans l'infarctus, donc vous avez l'angioplastie. L'angioplastie, qu'est-ce que c'est? C'est classiquement ce qu'on appelle le stent, c'est le stenting. Donc l'angioplastie, c'est la stratégie qu'on utilise lorsque vous êtes à moins de 120 minutes entre le diagnostic et le centre qui réalise la coronarographie. J'insiste, c'est entre le diagnostic donc de SUS-ST et le centre, et non pas entre le début de la douleur et le centre.
parce qu'il y a déjà eu des pièges comme ça sur les années précédentes, donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Donc évidemment, c'est toujours précédé d'une coronarographie classique pour identifier la lésion, ou les lésions, et aller donc poser le stent au bon endroit. Et ensuite, ce sera suivi d'une double antiagrégation plaquettaire, hein, donc DAPT, ça veut dire double antiagrégation plaquettaire, au décours. Ensuite, vous avez la deuxième stratégie qui est la thrombolyse. Donc la thrombolyse, c'est quand vous êtes un petit peu éloigné d'un centre de coronarographie et que vous n'allez pas pouvoir aller rapidement faire une angioplastie. Donc dans ces cas-là, vous allez utiliser la même stratégie, donc dose de charge de 2 antiagrégants plaquettaires, l'anticoagulation, et vous allez y ajouter un agent fibrinolytique qui va essayer de dissoudre au maximum, d'essayer d'améliorer les choses. Si la fibrinolyse est efficace, c'est-à-dire si le patient est plus symptomatique, il n'a plus mal, dans ces cas-là, vous pouvez différer la coronarographie et le stenting dans les 24 heures. En revanche, si la fibrinolyse n'a pas été efficace, donc le patient a encore mal, il faudra faire une coronarographie de sauvetage. Donc en arrivant dans l'hôpital qui réalise la coronarographie, il faudra aller tout de suite en salle de cathétérisme, donc classiquement la salle de coronarographie. Ensuite, vous avez le pontage coronarien qui peut se faire sur les infarctus ST+, mais qui peut également se faire dans le cadre de lésions chroniques, c'est pas toujours dans l'urgence, hein, le pontage coronarien, ça peut être du programmé, hein, fort heureusement. Ça se fait sous circulation extracorporelle ou à cœur battant. On utilise de préférence un greffon artériel, donc classiquement les artères mammaires, ou alors des greffons veineux, donc les veines saphènes au niveau des jambes. Le but étant de contourner là où les lésions en aval de la sténose. Donc évidemment, tant qu'on peut faire du stenting, on essaye de faire du stenting. Quand on n'y arrive plus et qu'il faut contourner la lésion parce que les artères sont trop malades, dans ces cas-là, on fait un pontage coronarien, encore une fois, si c'est possible, et qu'on a un lit d'aval qui nous permettra de réaliser ce geste, hein, qui est quand même très invasif. On passe ensuite à l'infarctus du myocarde ST-. Donc la définition et surtout la grosse différence avec le ST+, c'est que dans le cadre du ST-, eh bien l'artère n'est pas totalement occluse, d'accord? Et la douleur thoracique, en revanche, est classiquement la même que celle du ST+, rétrosternale, constrictive, avec les irradiations qui vont avec, et les troponines sont élevées. Et c'est comme ça qu'on peut conclure à l'IDM ST-. Si les troponines étaient normales, dans ces cas-là, on parlerait plutôt d'angor instable, d'accord? C'est ce qui fait la différence entre ces deux entités. Là, vous avez classiquement un sous-décalage, donc qui peut être qualifié comme un IDM ST-, donc la dérivation en AVL, avec la petite flèche rouge à droite de la diaporama, vous avez un sous-décalage du segment ST qui se voit très bien et donc qui est rencontré dans ce cadre de pathologie. Le CG, maintenant typique du ST-, donc il est normal dans 30% des cas et le diagnostic se fera sur la clinique et la troponine. Et puis après, la coronarographie, évidemment, qui viendra confirmer les lésions significatives au niveau de la ou des artères coronaires. Vous avez, heureusement, dans la majorité des cas, des signes CG quand même d'ischémie. Donc, par exemple, un sous-décalage du segment ST qui suit les mêmes règles que le ST+, et qui doit être significatif et donc de plus de 1 mm dans au moins 2 dérivations contiguës, donc dans un territoire, dans le même territoire. Faut que ce soit par exemple D2, D3, D2, D3 AVF, faut que ça aille un petit peu ensemble pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Les sus-décalages du segment ST transitoire, j'insiste sur transitoire, puisque sinon vous êtes dans le cas du ST+, évidemment, rentrent dans la catégorie de l'IDM ST-. Et enfin, les anomalies de l'onde T, donc tout ce qui est onde T négative, peuvent également rentrer dans le cadre des anomalies ECG que vous rencontrez dans les IDM ST-. Le traitement de l'IDM ST-, eh bien là aussi, ça fera appel à la coronarographie, mais pas en extrême urgence, si vous voulez, pas comme le ST+. On a parfois un petit peu plus de temps dans l'IDM ST-, et ça se fait selon la stratification du risque. Donc là, j'ai pas détaillé exactement ce qu'est le très haut risque, le haut risque et le bas risque. Mais globalement, vous retenez que dans le très haut risque, il faut faire la coronarographie dans les 2 heures. C'est classiquement les patients qui vont être en instabilité hémodynamique, en choc cardiogénique, ou qui vont présenter des troubles du rythme ventriculaire menaçants, de la TV, voire de la FV. Là, vraiment, il faut aller à la coronarographie très, très rapidement.
Vous avez ensuite le haut risque qui correspond voilà, aux troubles de repolarisation, les gros mouvements de troponine. Ça fait partie du haut risque. Globalement, il faut faire la coronarographie dans les 24 heures. Et ensuite, vous avez le bas risque avec une coronarographie optionnelle qui est discutée au cas par cas. L'aspirine, elle est indiquée dès le diagnostic. Dès qu'il est suspecté, vous mettez l'aspirine et dès que vous confirmez le diagnostic avec les tropos élevés, voilà, vous mettez l'inhibiteur de P2Y12 et l'anticoagulation. Dans les protocoles, c'est comme ça qu'on doit faire en pratique. En chronique, puisque vous savez que la cardiopathie ischémique, il y a aussi des traitements qui s'instaurent dans le temps. Donc tout d'abord, en cas de stent, la double antiagrégation plaquettaire pour 12 mois à adapter selon le risque hémorragique du patient. Parfois, on peut faire plus court également. Puis ensuite, une mono-antiagrégation plaquettaire au long cours, toute la vie. Vous avez également le traitement hypolipémiant. Classiquement, on utilise les statines en première intention, avec un objectif de LDL cholestérol qui est à connaître et qui doit être inférieur à 0,55 g par litre. Vous êtes en prévention secondaire, d'accord? Le patient a fait un infarctus, son objectif est inférieur à 0,55 et il faut également qu'il ait une réduction d'au moins 50% du LDL cholestérol. C'est-à-dire que si jamais vous avez un patient qui est à 0,6 g par litre et qu'il passe à 0,5, eh bien, c'est pas suffisant. Certes, il est en dessous de 0,55. On pourrait croire qu'il a atteint son objectif, mais finalement, pas tant que ça, puisqu'il n'a pas eu la réduction de moins 50%. Et il faut ces deux critères-là pour dire qu'on a vraiment fait quelque chose du point de vue du cholestérol. Quand ça suffit pas, on met de l'ezetimibe 10 mg et quand ça ne suffit toujours pas et que le LDL classiquement reste au-dessus de 0,7 pour l'AMM, on utilise des anti-PCSK9. J'ai oublié le anti là sur le diaporama, je viens de m'en rendre compte, mais c'est bien des anti-PCSK9 qui sont indiqués chez ces patients-là pour avoir vraiment l'objectif de LDL de manière stricte. Vous avez ensuite les IEC qui sont surtout indiqués en cas de diabète, d'insuffisance rénale et de FEVG altéré. Là, vous allez entrer dans les traitements finalement de l'insuffisance cardiaque à FEVG altéré. Le bêta-bloquant, c'est le même principe. C'est surtout indiqué en cas de FEVG altéré et de ST+. Sachez qu'en pratique, ça reste quand même largement utilisé. Voilà, maintenant, on sait qu'il ne faut plus avoir l'utilisation systématique des bêta-bloquants. En pratique, on utilise encore très très largement les bêta-bloquants dans la cardiopathie ischémique. Ensuite, n'oubliez pas l'IPP, l'inhibiteur de pompe à protons, pour protéger l'estomac de vos patients qui sont parfois âgés, qui vont avoir une double antiagrégation plaquettaire. Voilà, donc n'oubliez pas de leur protéger un petit peu l'estomac, ce serait bête de faire un ulcère. Et évidemment, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, vous les connaissez. Le surpoids, le tabac, enfin faire de l'activité physique, manger équilibré, vous connaissez, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas que les médicaments, il faut faire aussi vraiment le point avec vos patients sur les règles hygiéno-diététiques, c'est très 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 important. Ensuite, pour entrer et terminer avant de passer à l'Angor-Stab sur la cardiopathie ischémique, on a les ondes T négatives et les ondes Q de nécrose. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur ce sujet, donc on en parle un petit peu. Globalement, les ondes Q, donc dites de nécrose, puisque c'est des ondes négatives qui s'installent quand on a une ischémie qui a au moins 6 heures, donc on parle quand même de séquelles, puisqu'on arrive déjà un petit peu en retard. Quand on a des ondes Q, c'est qu'il y a déjà une partie du myocarde qui a commencé à nécroser, et on peut parler d'ondes Q de nécrose quand vous n'avez pas d'hypertrophie ventriculaire gauche ni de bloc de branche gauche. Vous vous doutez que pour ceux qui ont assisté au premier live ECG, on a vu les blocs de branche. Le bloc de branche gauche, c'est classiquement l'aspect QS en V1. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une onde Q, puisque en fait, cette onde Q, elle est purement et simplement liée au trouble conductif et au bloc de branche gauche du faisceau de His. Ensuite, les ondes T négatives, donc ça peut en effet être le reflet d'une ischémie, ces ondes T négatives, mais c'est très, très, très aspécifique et vous pouvez rencontrer des ondes T négatives en cas d'hypertension artérielle, de myocardite, d'embolie pulmonaire, d'hypokaliémie, d'imprégnation en certains médicaments comme les digitaliques ou le lithium. Voilà, ça peut se voir dans vraiment beaucoup de pathologies. Donc, en effet, à interpréter toujours selon un contexte clinique, c'est très important. Petit point sur bloc de branche pacemaker, juste pour que vous sachiez interpréter ou non justement la repolarisation en cas de bloc de branche. Sachez que lorsque vous avez un bloc de branche gauche, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la repolarisation, elle est ininterprétable. Donc tout bloc de branche gauche de novo dans un contexte clinique
évocateur d'un infarctus doit être considéré comme un SCA-ST+, et doit être traité comme tel. D'accord? Donc, c'est hyper important à savoir. Vous avez certains critères ECG qu'on dit les critères de Sgarbossa qui peuvent essayer de trouver certains indices pour trancher un petit peu entre bloc de branche gauche, SCA-ST+. À votre niveau, vous n'avez pas besoin de le savoir. Sachez qu'il y a certains critères quand même qui existent pour essayer de faire la différence entre les deux. Pour le bloc de branche droit, pareil, l'interprétation de la repolarisation est plus compliquée, elle est difficile, elle est gênée. En général, elle est plus facile quand même que lorsque vous avez un bloc de branche gauche. Néanmoins, ça reste un petit peu compliqué pour interpréter la repolarisation et souvent, c'est un élément de mauvais pronostic parce que ça signe un infarctus antérieur qui est étendu. D'accord? Donc voilà, quand on a un bloc de branche droit avec une douleur thoracique et après donc du coup des troponines élevées qui confirme un petit peu le diagnostic d'infarctus et une choro. Voilà, souvent vous allez trouver un infarctus assez étendu avec des séquelles. Enfin, lorsque vous avez des patients avec un pacemaker ou un défibrillateur qui stimule, puisque je vous rappelle que le défibrillateur fait aussi pacemaker, c'est le pacemaker qui fait pas défibrillateur, mais le défibrillateur fait pacemaker. Et donc, vous avez des patients qui peuvent être stimulés par leur boîtier. Et donc, du coup, là, la repolarisation, pareil, elle est ininterprétable, puisque ce n'est pas la conduction native du patient, c'est pas son réseau de conduction classique, mais c'est bien la sonde ventriculaire qui entraîne la dépolarisation et donc la repolarisation n'est pas interprétable puisque la dépolarisation ne l'est pas elle-même. Donc c'est impossible d'interpréter la repolarisation quand vous avez quelqu'un qui est porteur d'un boîtier et qui sera stimulé. D'accord? Pour le repérer à l'ECG, la stimulation ventriculaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu un ECG, quelqu'un qui est stimulé, vous avez ce qu'on appelle des spikes. Les spikes, c'est des petits traits verticaux que vous voyez juste avant le QRS et essayez de trouver ça dans vos stages ou alors sur Internet. Faut essayer de les repérer, c'est assez intéressant. Enfin, dernier point sur la cardiopathie ischémique, c'est l'angor stable. Bon, l'angor stable, c'est tout simplement un signe d'ischémie myocardite. C'est la différence entre les besoins en oxygène du cœur et les apports. Et quand vous avez une artère qui est partiellement bouchée et que vous faites par exemple un effort, eh bien vous allez demander plus d'oxygène. Le myocarde va demander à avoir plus d'oxygène, mais il est incapable de l'apporter puisque l'artère elle est bouchée. Donc vous n'allez pas pouvoir apporter plus de sang et donc plus d'oxygène. Et là, vous allez commencer à avoir la symptomatologie de l'angor. Donc, la principale chose à retenir concernant l'angor, c'est vraiment que c'est quelque chose qui survient exclusivement à l'effort et toujours lors du même type d'effort. C'est classiquement le patient que vous voyez en consultation qui va vous dire quand je commence à courir ou quand je promène mon chien, au bout de autant de mètres, je commence à avoir mal dans la poitrine, puis je m'arrête et voilà, le cœur ralentit puisqu'il fait un effort et la douleur cède. Ça, c'est typique de l'angor stable avec deux mécanismes principaux. Donc l'obstruction, donc c'est l'athérosclérose le plus souvent, avec tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui vont avec. Et sinon, vous avez le spasme artériel qui est le deuxième mécanisme de l'angor stable. Voilà pour le petit point. On passe ensuite à la deuxième pathologie ECG qui nous intéresse, c'est la péricardite aiguë. Donc, tout d'abord, les définitions. Tout simplement, la péricardite, c'est l'inflammation du péricarde. Le péricarde, vous vous souvenez, c'est vraiment ce qui entoure le cœur. C'est cette membrane composée d'un feuillet viscéral et pariétal qui peut donc être sujet à l'inflammation et donner une péricardite. Vous avez ensuite l'épanchement péricardique. Donc ça, c'est l'augmentation de la quantité de liquide qui normalement est très très peu volumineuse. C'est vraiment de l'ordre de quelques cc. Et parfois, entre les deux feuillets du péricarde, il y a une accumulation de liquide. Et donc, on parle d'épanchement péricardique. Et enfin, vous avez la myocardite, donc qui peut plus ou moins s'associer à une péricardite. Et en fait, la myocardite, c'est tout simplement l'inflammation du myocarde, du muscle cardiaque. Tout simplement, ça s'appelle la myocardite. Donc, ça porte plutôt bien son nom. Donc, on passe à l'ECG typique de la péricardite aiguë. Eh bien, souvent, il est quand même normal. Enfin, souvent. Il peut être normal et ça représente quand même une certaine proportion. Environ 50% des ECG de péricardite sont normaux. Donc, il faut faire attention à ça. Sinon, classiquement, la péricardite se présente par des anomalies de repolarisation à l'électrocardiogramme qui sont diffuses. Et ça, c'est la grande différence avec l'infarctus, c'est que l'infarctus, vous vous souvenez, c'est une artère, donc c'est systématisé à un territoire. Ce sera inférieur, ce sera antérieur, ce
sera voilà, latéral. Dans la péricardite aiguë, l'inflammation du péricarde, elle est globale. Donc, ce ne sera pas des anomalies systématisées, ce sera diffus. Et vous n'avez pas l'image en miroir dont on parlait dans le ST+, d'accord? Il n'y a pas cette image en miroir et on dit classiquement que les troubles de repolarisation dans la péricardite, elles évoluent en 4 stades qu'on va voir sur la diapo suivante. Vous avez un autre signe ECG qui est intéressant et quasi pathognomonique de la péricardite aiguë, donc il est assez important à connaître, c'est le sous-décalage du PQ. Donc voilà, dans un contexte de péricardite, si vous voyez ça sur l'ECG, voilà, faut essayer d'avoir le nez fin et d'aller la traquer. Et ensuite, vous avez plein de signes aspécifiques, la tachycardie sinusale et les troubles du rythme atriaux. Donc, il y a les extrasystoles, le flutteur, l'AFA, et vous pouvez même avoir parfois des troubles du rythme ventriculaire, des ESV, donc des extrasystoles ventriculaires. Les troubles de repolarisation dans la péricardite, donc 4 stades. Le premier stade, c'est le stade le plus simple finalement à voir sur l'ECG, c'est le sus-décalage ST concave vers le haut avec des ondes T positives. C'est ce que vous voyez à droite de la diaporama. Ça, c'est l'ECG de péricardite quand vous voyez ça dans toutes les dérivations avec un contexte typique homme jeune, avec un contexte infectieux récent, une petite angine récemment, etc., une petite douleur dans la poitrine, un peu de dyspnée, et que vous avez cette ECG-là, voilà, faut vraiment évoquer la péricardite. Ensuite, le stade 2, c'est les ondes T plates entre 24 et 48 heures. Vous avez ensuite le stade 3, donc c'est les ondes T négatives la première semaine. Et le stade 4, c'est la normalisation de tous les troubles de repolarisation au cours du premier mois. En sachant qu'évidemment, encore une fois, variabilité interindividuelle, certains se normalisent plus vite que d'autres. Donc voilà, toujours faire attention quand vous avez ces ECG-là. Ensuite, petit point sur le microvoltage, c'est assez intéressant. Le microvoltage se voit surtout en cas d'épanchement abondant. Donc la physiopathe, enfin la compréhension de ce mécanisme est assez simple. Quand vous avez un épanchement péricardique, il faut se dire que les électrodes à la surface, elles vont avoir évidemment plus de mal à capter un petit peu l'électricité, les QRS, et donc vous allez avoir des QRS microvoltés, c'est-à-dire que leur amplitude, elle va être vraiment très très basse, alors que vous voyez par exemple sur l'ECG du haut, on voit très bien les QRS, ils sont beaucoup plus grands que les ondes P. Si vous regardez cette fois le tracé ECG en bas, le QRS, il fait quasiment la taille de l'onde P. Donc ça, c'est vraiment un aspect typique de microvoltage et ça se voit dans les épanchements abondants. En l'occurrence, cette patiente, elle avait un épanchement péricardique de plus de 30 mm qui était vraiment très, 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 très important, très abondant. Pour bien différencier les 3 entités et les anomalies ECG qu'on peut retrouver dans ces pathologies, donc la péricardite, c'est finalement tous les signes qu'on vient de voir précédemment, le sous-décalage, le sus-ST concave diffus, l'aplatissement de l'onde P, les négativations de l'onde T, la tachycardie sinusale. Ça, c'est vraiment typique de la péricardie. Ensuite, l'épanchement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le microvoltage. Et enfin, vous avez la tamponnade. Donc avec un aspect d'alternance électrique. Et l'alternance électrique, c'est le reflet typique de ce qu'on appelle un swinging heart. Vous m'excuserez pour l'accent anglais si jamais il n'est pas top top. L'alternance électrique, c'est donc le fait d'avoir des grands QRS, puis un plus petit, puis un plus grand, puis un plus petit. Donc là, vous avez un exemple avec les petits ronds rouges et verts. Et en fait, c'est le reflet, si vous voulez, du cœur qui balance, swinging, qui balance dans l'épanchement péricardique hyper abondant, circonférentiel évidemment, et qui balance et qui va être plus ou moins proche des électrodes selon sa position et donc donner des QRS plus ou moins voltés en fonction de où il est. Donc là, c'est vraiment quand vous avez de l'alternance électrique avec par exemple des signes d'insuffisance cardiaque droite, voilà, vraiment la tamponnade, faut aller chercher. Traitement de la péricardite très rapidement, donc c'est la bithérapie anti-inflammatoire prolongée, puisque c'est quand même un traitement de 3 mois, c'est un petit peu embêtant avec une décroissance progressive. Donc vous avez classiquement les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc l'aspirine, l'ibuprofène, avec un arrêt progressif qui s'associe à de la colchicine, qui a beaucoup d'effets indésirables, dont le premier sont les diarrhées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à connaître. La colchicine, c'est le médicament qui réduit la récidive et à hauteur de 50%, donc non négligeable, parce que je vous rappelle quand même que la première complication de la péricardite, c'est la récidive. C'est vraiment le principal problème.
Et donc, pareil, la colchicine, ça s'arrête progressivement sur la dernière semaine. N'oubliez pas, encore une fois, comme pour vos patients qui auront la double antiagrégation plaquettaire, n'oubliez pas le protecteur gastrique avec l'IPP, parce que vous avez des patients qui vont avoir une bithérapie anti-inflammatoire. Il est donc nécessaire de protéger la muqueuse gastrique. Donc, n'oubliez pas l'IPP et n'oubliez pas de le cocher. Un petit point sur la myocardite. Donc, la myocardite, elle peut s'associer ou non à une péricardite. Donc, on parle de myopéricardite quand il y a les deux entités à la fois. Il n'y a absolument aucun signe ECG typique, spécifique. Ce seront finalement les signes de la péricardite quand la myocardite s'associe à la péricardite. Vous allez avoir les troubles de repolarisation, donc les ondes T négatives, les sus décalage du segment ST. D'ailleurs, c'est un diagnostic différentiel de l'infarctus, la myocardite. Et vous allez avoir tous les troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire et des troubles de conduction. Les troubles de repolarisation, les troubles du rythme, c'est surtout lié à l'œdème, en fait. Donc, quand vous avez l'inflammation du muscle, donc la myocardite, vous allez avoir de l'œdème. Et cet œdème peut être responsable donc d'hyperexcitabilité atriale, hyperexcitabilité ventriculaire et donc provoquer des troubles du rythme et également des troubles de repolarisation et de conduction. Le diagnostic de la myocardite, il est posé à la biologie avec des troponines qui seront positives. J'ai eu une question, faut bien comprendre que dans la péricardite, les troponines sont négatives et que dans la myocardite, par contre, les troponines sont positives. Là, il y a le muscle cardiaque qui souffre, les cardiomyocytes qui souffrent, pas juste la membrane, le péricarde. Donc, vous avez des troponines qui s'élèvent. Et le diagnostic est posé en IRM, avec l'IRM qui retrouve des rehaussements, des foyers de fibrose, tout ça. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, l'IRM, il y a des aspects typiques de myocardite où on peut retrouver justement des arguments en faveur d'une myocardite et conclure au diagnostic a posteriori, pendant, ou alors si jamais vous arrivez à avoir une IRM très rapidement, ce qui n'est pas toujours facile, pendant que le patient est hospitalisé. Donc, l'épanchement péricardique, quelques images échographiques parce qu'on trouvait ça intéressant. Hein. C'est bien beau de parler et de donner plein de mots, mais c'est aussi hyper intéressant d'avoir des images. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu d'échographie cardiaque, vous avez ici ce qu'on appelle une coupe parasternale grand axe. Donc, vous avez, donc il est à noter, hein, l'aorte, le VG, le VD et l'oreillette gauche. Et vous voyez la grosse flèche bleue. Je vais vous la montrer aussi avec ma flèche. Ici, vous avez un énorme épanchement péricardique très abondant qui fait tout le tour du cœur, donc on dit qu'il est circonférentiel. Vous le voyez ici en rétro-VG, vous l'avez ici également. Enfin, il y en a vraiment partout. Une vidéo classique. Donc là, vous avez la vidéo d'un épanchement péricardique. Donc vous aviez une coupe ici probablement sous-costale avec, ouais, c'est ça. Ici, le foie est ici. Ici, c'est l'épanchement péricardique. On va revenir au début de la vidéo. L'épanchement péricardique qui est ici avec le cœur au centre. Là, vous avez une coupe 4 cavités avec, pareil, un énorme épanchement péricardique que vous voyez ici sur... en noir, hein, qui est hypoéchogène. Donc ça, c'est vraiment très, très, très abondant. Il y a un approchement péricardique très important. On passe à la dernière pathologie qu'on a envie d'aborder sur ce live ECG, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, la définition, donc c'est l'obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères qui irriguent le poumon. Donc ça peut être du tronc pulmonaire à l'artère pulmonaire droite et gauche, donc quelque chose de proximal, ou alors ça peut être lobaire, sous-lobaire, donc segmentaire, sous-segmentaire, ça peut être un peu plus bas situé, et évidemment, plus c'est proximal, plus en général c'est très symptomatique. Voilà, quand c'est proximal, c'est souvent moins bien toléré que les petites embolies pulmonaires distales. Donc, le CG de l'embolie pulmonaire, eh bien, il peut être normal, tout comme la péricardite. Il peut retrouver des signes aspécifiques comme la tachycardie sinusale, que vous allez retrouver très fréquemment chez les patients qui ont une embolie pulmonaire. Vous allez retrouver un signe classique de souffrance VD, donc ça, vous devez le connaître, hein, c'est le S1Q3. Donc, qu'est-ce qu'un S1Q3 ? Donc, un S1, c'est quand vous allez dans la dérivation D1, vous allez avoir une onde S, donc une onde négative, c'est la deuxième onde négative. Là, vous la voyez avec la flèche rouge ici. Donc, un S1, donc une onde S négative dans la dérivation D1 et une onde Q en D3, ça c'est le Q3, donc vous allez en D3 et l'onde Q, c'est l'onde négative, mais c'est la première onde négative ici.
Vous voyez bien qu'ici, la l'onde S, c'est celle qui vient après le QR. Et donc, l'onde QRS, là, vous avez l'onde Q. Donc, S1, Q3, signe typique de souffrance ventriculaire droite à connaître, un signe d'embolie pulmonaire à l'électrocardiogramme. Ensuite, vous allez retrouver les signes classiques aussi de souffrance droite. Donc, la déviation axiale droite, le bloc de branche droit complet ou incomplet. Donc, je rappelle, le bloc de branche droit, c'est un QRS supérieur à 120 millisecondes avec un aspect typique RSR'. Donc, petite onde R, grande onde S, grande onde R, l'aspect en M, en V1, ça c'est l'aspect RSR' dont je vous parle, ça c'est un bloc de branche droit. Et vous allez avoir l'inversion des ondes T, donc des ondes T négatives, de V1 V4, qui pareil témoignent de la souffrance du ventricule droit, de l'ischémie du ventricule droit. Donc là, pareil, un peu d'image échographique pour mettre un peu de visuel dans tout ce texte. Donc, on a noté ces coupes-là. Donc, c'est 2 coupes, 4 cavités. 4 cavités tout simplement parce que vous voyez les 2 oreillettes et les 2 ventricules. Vous voyez sur cette image donc la dilatation majeure des cavités droites. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont jamais vu d'échographie cardiaque, que normalement, c'est vraiment les cavités gauches qui sont plus importantes, plus grosses, tout simplement parce que c'est un régime à haute pression. Hein, c'est du sang oxygéné avec l'aorte qui va aller donner le sang aux organes. Donc le VG doit être voilà suffisamment puissant et normalement c'est lui qui écrase entre guillemets le ventricule droit, alors que le ventricule droit et l'oreillette droite sont plutôt des régimes à basse pression. Voilà, donc pour aller avec du sang désoxygéné qui va aller vers les poumons. Et là, vous voyez que c'est tout le contraire. Vous avez un rapport VD-VG vraiment supérieur à 1 avec des cavités droites extrêmement dilatées. Vous retrouvez la même chose ici sur l'image de droite, avec cependant une autre particularité, c'est cette image hyper échogène désignée par la flèche bleue ici, qui correspond à un thrombus dans l'oreillette droite. Ça, c'est un caillot dans l'oreillette droite. Quand vous avez un contexte d'embolie pulmonaire et que vous faites une ETT et que vous avez un thrombus dans l'oreillette droite, vous savez que vous avez une embolie pulmonaire. Ça, c'est certain, puisque vous avez un caillot dans les cavités droites, donc un caillot finalement dans le système pulmonaire. Là, vous avez une échographie d'un cœur pulmonaire aigu. Donc, vous voyez la dilatation des cavités droites ici. Hein, on inverse bien la droite et la gauche sur une échographie, avec donc un ventricule droit et une oreillette droite qui sont dilatées et qui sont plus grosses que le ventricule gauche, avec un septum assez plat, voire bombant vers le VG, alors que normalement, c'est bien le VG, comme j'ai dit, qui était plus gros, avec un septum qui va plutôt vers le VD, puisque plus grosse pression à gauche. Stratification du risque d'embolie pulmonaire, j'attire votre attention là-dessus parce qu'on a énormément de feedback sur la stratification du risque de l'embolie pulmonaire. Nous savons qu'il y a des discordances entre les différents collèges. C'est compliqué. On va reprendre ça ensemble. Donc, tout d'abord, ça fait l'unanimité. Risque faible égale score SPSI à 0. Le score SPSI, c'est le score que j'ai mis ici à droite, donc qui comprend l'âge, la saturation, la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, le cancer et les maladies cardiopulmonaires chroniques. Ensuite, vous avez le risque intermédiaire. Pour être intermédiaire, il faut avoir un SPSI supérieur ou égal à 1. Pour être intermédiaire faible, il faut avoir les troponines ou la troponine négative l'absence de retentissement sur les cavités droites ou aucun des deux. Je refais. Pour être intermédiaire faible, il faut des troponines négatives ou retentissement sur les cavités droites ou aucun des deux. C'est-à-dire que vous devez avoir aucun des deux marqueurs, donc des troponines ou de la dysfonction ventriculaire droite, ou alors un seul des deux. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous avez les troponines positives et le retentissement sur les cavités droites, dans ces cas-là, vous êtes intermédiaire élevé. Pour être intermédiaire élevé, selon les recommandations, il faut avoir les troponines positives et le retentissement sur les cavités droites. Si vous n'avez aucun des deux ou un des deux, vous êtes intermédiaire faible. Le haut risque, c'est l'état de choc.
Voilà, classiquement, le patient hypotendu, tachycarde, qui aura une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou une baisse de plus de 40 mm de mercure par rapport à sa valeur de base, il est à haut risque. Je rappelle quand même que les BNP ne font plus partie de la stratification du risque. Maintenant, on n'utilise que l'eutropoline. Petit point sur les recommandations. Donc, le collège de pneumologie, si vous regardez le texte, il dit bien que pour être intermédiaire élevé, il vous faut le critère de dysfonction VD, soit au scanner, soit à l'échographie, peu importe, et l'élévation de la troponine. Pour être intermédiaire faible, il faut l'un ou l'autre ou aucun des deux. D'accord? À partir du moment où vous avez les deux, vous êtes intermédiaire élevé. Néanmoins, dans l'algorithme du collège de pneumologie, ils disent qu'à partir du moment où vous avez les troponines positives, vous êtes intermédiaire élevé. Et je sais qu'aux EDN blancs que vous avez eu récemment, ils ont fait la même chose. Néanmoins, la Société française de médecine vasculaire, qui fait référence en ce qui est matière d'embolie pulmonaire, et les recommandations ESC, donc ça c'est les recommandations des cardiologues, sont assez unanimes. Et d'ailleurs, l'algorithme en pneumologie, si vous lisez le titre, c'est, l'algorithme il est tiré des recommandations ESC, donc en principe ça devrait se coller sur ces recommandations-là. Mais en tout cas, dans les recommandations des cardiologues, et les recommandations des médecins vasculaires et même des pneumologues, finalement, puisque ça s'inspire des mêmes recommandations, on nous dit bien que pour être intermédiaire élevé, il vous faut le critère, donc RV dysfunction, donc c'est la dysfonction ventriculaire droite, right ventricular, ici, et vous devez avoir les troponines élevées, plus, il faut que ce soit positif, faut avoir les deux critères. Idem pour la Société française de médecine vasculaire, vous devez avoir le VD dilaté et les biomarqueurs élevés. C'est comme ça qu'on parle d'intermédiaire élevé. Pour vous rassurer, parce que là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de paniquer en se disant, ben oui, mais en fait, certains disent ça, d'autres disent ça. Comment on fait pour trancher le jour J? Le jour J, si le problème se pose, que ce soit pour l'embolie pulmonaire ou autre chose, parce qu'il y a aussi des fois des discordances entre, par exemple, le collège d'urologie et de pédiatrie pour je ne sais plus quelle pathologie, mais ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des discordances entre les différentes sources. Pas de panique. Le jour des EDN, vous avez à disposition des petits papiers pour faire des réclamations. Et soulagez votre conscience. Ce jour-là, vous prenez le papier et vous écrivez, bah oui, mais dans le collège, dans la Société française de médecine vasculaire et les recommandations essais, ça dit ça. Ici, ça dit ça. La question, il faut qu'elle soit annulée parce que y a des sources qui sont discordantes et nous, on ne peut pas répondre correctement à cette question puisque visiblement, les gens ne se mettent pas d'accord. Donc, si ça vous arrive le jour J, vous ne paniquez pas, vous restez concentré, c'est très important, faut avoir confiance en vous. Vous ne serez pas les seuls dans la situation et donc vous faites votre petit papier et vous continuez comme si de rien n'était, même si je sais que c'est pas facile, votre examen. D'accord? Faut bien rester concentré, vous pouvez le faire. Je sais que c'est difficile, on n'est pas très loin des EDN pour certains d'entre vous qui regardent cette conférence. Voilà, faut rester motivé, faut rester concentré, même quand on a des petits couacs comme ça le jour des examens, vous avez ce petit échappatoire qui est ce petit papier de réclamation et qui remonte et qui peut faire annuler des questions. C'est important de le savoir. Ensuite, le traitement, l'héparine type HNF, donc plutôt chez les insuffisants rénaux ou chez les patients instables, chez qui on pourrait potentiellement faire un geste. Donc, on veut quelque chose qui s'annule très rapidement. L'HNF, c'est très, très bien. Les HBPM avec les 4 molécules que j'ai citées qui ont l'AMM sans problème. Ensuite, les ABK en relais des HBPM ou de l'HNF, plutôt chez les patients qui ont un cancer à risque hémorragique, donc plutôt les cancers urodigestifs et aussi un petit peu gynécologiques type endomètre, le cancer du sein, ça fait pas saigner, ou ceux qui sont insuffisants rénal chroniques, qui sont insuffisants rénaux chroniques, puisque évidemment l'AVK est autorisée en cas d'insuffisance rénale. L'AOD avec le rivaroxaban ou l'apixaban, avec vous ne devez pas connaître les posologies, mais vous devez savoir qu'il existe des doses de charge, c'est-à-dire que vous allez avoir des plus grosses doses pendant une semaine pour l'apixaban, pendant 3 semaines pour le rivaroxaban, puis après vous aurez une dose classique d'entretien. Et enfin, quand l'embolie pulmonaire elle est grave, donc typiquement l'état de choc, le haut risque, c'est la thrombolyse. Et si celle-ci est contre-indiquée, faut aller à l'embolectomie. Voilà, donc le diapo est terminé pour ce qui concerne les principales pathologies cardiovasculaires, leur ECG, les traitements et les définitions. On va faire un petit quiz maintenant. Je vous invite à aller sur WOOCLab, donc soit avec votre téléphone, soit avec votre ordinateur. Vous allez sur wooclap.com, donc W2OCLAP.
Et vous allez taper le code suivant HXOPOE. Donc voilà, je vais quitter le diaporama, je vais le mettre dans la conversation, ce sera plus simple. Hop, alors dans le ah bah quelqu'un l'a mis, super. Merci beaucoup. Donc vous allez sur WooClap, j'attends 1 ou 2 minutes. J'attends 1 ou 2 minutes et après je vais aller sur l'application pour vous en parler. Alors oui, en effet, il y a eu des questions. Nicolas les a peut-être pas vues. Si jamais il les a pas vues, je vais répondre après. Je vais voir avec lui. Hop, je vous laisse un petit peu de temps et puis on va démarrer sur... Je ne vois pas les questions. Ah, Nicolas, il a un souci, c'est qu'il ne voit pas les questions. Je vais lui envoyer rapidement, comme ça il pourra vous répondre le temps que je m'occupe du WooClap. Hop. Je lui envoie les petites questions et on y va. Tac, tac, tac. Ok, bon. Du coup, si jamais vous êtes sur WooClap et que vous avez pu taper le mot de passe, normalement, vous allez pouvoir démarrer donc la première question. Je la lance tout de suite. Voilà, donc là, vous avez le premier ECG. Vous cliquez sur la petite vignette pour pouvoir voir l'ECG et c'est sous format QCM. On vous demande juste d'interpréter cet électrocardiogramme. Ok, j'ai pas mal de bonnes réponses. Il vous reste 40 secondes à peu près. À chaque fois, on a mis 1 minute 30. Donc moi, j'ai un petit peu vos statistiques. Donc je vois pas mal de choses pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça se bat entre plusieurs choses. Si Nicolas n'arrive pas à répondre aux questions, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore connecté? Ok, il reste 5 secondes. C'est bon, Nicolas va vous répondre. Ok, donc on fait la correction du premier ECG. Je vais partager mon écran de nouveau et on va attaquer. Donc j'ai eu pas mal de bonnes réponses. C'est super satisfaisant, surtout qu'il y en a certains d'entre vous probablement qui passent bientôt les EDN.
Donc c'est très bien. Donc le CG que vous avez vu, c'est celui-ci. Et la réponse attendue, c'était un SCA ST+ inférolatéral. Donc vous voyez, donc inférieur, D2, D3, AVF. Vous avez ici le grand sus décalage que vous voyez également très bien en latéral bas, V5, V6. Donc là, c'est typique d'un SCA ST+ inférolatéral. Le ST, il est vraiment significatif puisque vous avez un sus décalage de plus d'1 mm. Vous voyez également des ondes Q en formation, donc probablement qu'on est déjà, on commence déjà à nécroser un petit peu le myocarde ici. Vous les voyez en D3 et en AVF, les ondes Q, et vous avez un joli miroir, un joli sous-décalage qu'on voit très bien ici en antérieur, et vous en voyez aussi un petit peu en latéral bas. Donc voilà, bravo pour tous ceux qui ont eu la bonne réponse. On passe tout de suite à l'ECG suivant. Hop, ECG suivant, c'est parti. Je vous laisse interpréter le CG numéro 2. Donc là, pareil, c'est sous format QCM. Vous regardez la petite vignette, vous interprétez le CG. Vous avez 1 minute 30 au total. Il vous reste 20 secondes. On va passer à la correction. Je relance le partage d'écran et on fait la correction de l'ECG de tous ensemble. Donc pareil, j'ai pas mal de bonnes réponses. Donc c'est plaisant à voir. Il y a des gens qui sont très chauds en ECG. C'est super. Donc ECG numéro 2, c'est celui-ci que vous avez eu à interpréter. Et la réponse attendue, c'était l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Donc toujours le petit signe de souffrance VD dont on a parlé tout à l'heure, le S1Q3, avec ses ondes S négatives dans la dérivation S1, enfin D1, pardon, et le Q3, donc dans la dérivation D3, cette onde Q négative pour le QRS. Vous avez également le bloc de branche droit complet, donc avec l'aspect RSR', voilà typique, l'aspect en M que vous voyez en V1. Donc vous aviez un ECG qui était totalement compatible avec une embolie pulmonaire ici. On passe à l'ECG numéro 3. Je cesse le partage d'écran. Hop, allez-y, vous pouvez partir pour l'interprétation du troisième ECG. Toujours le même principe, sous format QCM. Vous cliquez sur la vignette. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Il vous reste 25 secondes.
Ok, on va corriger ensemble le troisième ECG. Donc, je fais de nouveau le petit partage d'écran. N'oubliez pas de vous mettre en mode vignette pour bien voir l'intégralité. Hop, on repasse au PowerPoint, diaporama. Donc, le troisième ECG, c'était celui-ci que vous aviez à interpréter et le diagnostic attendu, c'était péricardite. Donc, plusieurs indices. Tout d'abord, donc le sus-ST concave diffus, hein, qui n'est pas systématisé à un territoire. Vous voyez, il y en a un peu en latéral, il y en a un peu en inférieur, il y en a un petit peu en antérieur également. Donc, voilà, c'est assez diffus, c'est concave, donc ça fait vraiment la différence avec l'infarctus ST+. Vous avez également un discret sous-décalage du PQ, voilà, qui est aussi un des signes électrocardiographiques de la péricardite. Et surtout, vous avez l'absence de miroir. Donc, vous voyez ce sus-décalage du segment ST, mais vous ne voyez pas de miroir. Donc, vous devez suspecter une péricardite et vous êtes en droit de vous dire que cette ECG fait évoquer une péricardite. On passe à l'ECG numéro 4. Il y en a 6 au total. Voilà, donc on arrive sur la fin. Hop, allez-y, vous pouvez commencer à répondre. En attendant, je coupe le partage d'écran. Hop. Il vous reste encore 56 secondes. Alors, je vois pas mal de bonnes réponses. Essayez d'être précis. C'est bien d'avoir un diagnostic, mais il faut essayer de le préciser au maximum. Ouais. Il vous reste 30 secondes. Ok, 5 secondes. Je repartage mon écran. On va faire la correction du quatrième ECG ensemble. Tac, tac, partager mon écran. Alors, le CG numéro 4, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qui était attendu? Ce qui était attendu, c'était SCA-ST+, antérieur étendu. Donc, il y a eu pas mal de bonnes réponses. Certains mettent juste SCA-ST+. Essayez d'être bien précis. Hein. Si jamais vous avez comme ça des réponses ouvertes, il faut être, préciser le territoire. Donc là, vous voyez bien le sus-décalage du segment ST dans toutes les dérivations antérieures. Et en apico-septal également, donc de V1 à V4. Vous avez également un sus-décalage en V5 et en D1 à VL, donc aussi dans le territoire latéral. Donc ça, c'est un SCA-ST+ antérieur étendu. Et vous voyez qu'il y a un miroir inférieur, donc en D2, D3, AVF. Il y a quelqu'un qui a mis diagnostic de myocardite, hein, c'est pas bête hein, en soi, puisqu'il y a quand même un sus-décalage du segment ST, ça fait partie des diagnostics différentiels. Néanmoins, là, quand même, le sus-décalage, il est très franc, très, très prononcé, hein, il est vraiment majeur massif. Si éventuellement la choro est blanche, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie à la coronarographie, alors dans ces cas-là, il faudra évoquer soit un spasme, puisqu'il n'y a pas de lésion athéromateuse, et éventuellement la myocardite, il faudra faire du coup l'IRM cardiaque pour essayer de comprendre quand même, puisque c'est un aspect qui est vraiment pas joli. On passe à l'ECG numéro 5. Je coupe le partage d'écran.
que j'avais pas mis, ou je rêve. Est-ce que vous avez pu voir là le dernier ECG ou la correction? Ah, l'écran n'est pas partagé. Ah oui. Bon, le CG4, je recommence. Je pense, j'ai dû appuyer sur annuler à la place de valider. Donc, je repartage mon écran pour le CG numéro 4. Donc là, normalement, c'est tout bon. La correction donc attendue, le CG, vous l'avez vu. La correction, c'était le ST plus antérieur étendu. Donc là, dans la correction, vous voyez en vert est entouré l'aspect de sus-décalage antéro-septo-apical avec également le territoire latéral haut, hein, D1 AVL, et vous voyez en rouge le miroir inférieur en D2, D3 AVF. Donc ça signe le SCA ST+ antérieur étendu. Et pour ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, ça fait toujours office. Donc voilà pour ceux qui voulaient voir vraiment la correction et se repérer avec les couleurs. On passe à l'ECG numéro 5. Je vais faire attention à mon partage d'écran. Donc allez-y, vous allez pouvoir répondre à l'ECG suivant. Donc là, pareil, c'est un contexte clinique, un petit cas clinique. Et on vous demande quelles sont les propositions exactes. Il vous reste 10 secondes et on va corriger. J'ai pas mal de bonnes réponses. Donc là, vous aviez un tableau voilà, d'une patiente jeune de 27 ans qui a une petite douleur dans la poitrine, qui se dit essoufflée, qui a présenté un épisode infectieux il y a 2 semaines et qui là arrive avec de la fièvre et vous réalisez un ECG. Donc vous avez pu voir son ECG, on va le revoir ensemble. Tac, 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 je fais le partage d'écran pour de bon cette fois. Donc tout l'écran partagé, tac. Ok, on va s'arrêter à l'ECG l'avant-dernier. Donc, le CG que vous avez vu, c'était celui-ci. Vous aviez un contexte quand même assez évocateur d'un diagnostic qui est celui de péricardite. Donc là, vous avez pas de sous-décalage du segment PQ, vous n'avez pas non plus d'autres signes, si ce n'est le sus-décalage du segment ST diffus, concave vers le haut. Donc, dans ce cas-là, donc d'une patiente qui a un ECG avec un contexte typique de péricardite, il faut doser les troponines. Hein, ça fait partie du bilan de péricardite. Et puis, ça permet aussi de rechercher une myocardite associée. Il faut également demander une échographie. Il faut bien vérifier s'il n'y a pas d'épanchement également associé, pas de dysfonction ventriculaire. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui ont le diagnostic, il fallait bien faire les tropos, il fallait bien faire l'écho et on avait un ECG qui était bel et bien évocateur de péricardite. Hop, et on passe au dernier ECG. Allez-y, je vous laisse l'interpréter. Donc pareil, j'ai des bonnes réponses.
Il vous reste encore une trentaine de secondes pour interpréter cet ECG. C'est le moment de se tromper, donc allez-y. Vous êtes en anonyme, je ne vois absolument rien. 10 secondes. Ok, je vais faire le partage d'écran et on va corriger le dernier ECG ensemble. On verra pour les questions si jamais vous avez pu avoir les réponses. Alors, diaporama, tchouk, tchouk, tchouk. Donc, le dernier ECG que vous aviez à interpréter, c'était celui-là. Donc, on sort un petit peu du contexte des pathologies type, qu'on a vu là précédemment, donc le P, la péricardite et la cardiopathie ischémique. Là, on revient plutôt sur le premier live ECG qui traitait des troubles du rythme et des troubles de conduction, principalement. Et là, vous étiez face à un contexte donc d'une patiente âgée qui vient pour des palpitations. Et vous avez un ECG qui fait évoquer une fibrillation atriale. Donc, vous avez une tachycardie irrégulière. Donc, déjà, vous voyez bien que entre les QRS, vous n'avez pas le même nombre de carreaux. Donc, déjà, c'est une fréquence cardiaque qui est irrégulière. Premier indice. Deuxième indice, c'est l'absence d'onde P. Vous voyez que il n'y a pas de rythme sinusal ici, il n'y a absolument pas une onde P qui conduit les QRS. Et vous avez des QRS fins également, donc plutôt en faveur de quelque chose de supraventriculaire, donc qui intéresserait les oreillettes et non pas les ventricules. Donc là, c'était vraiment de la fibrillation atriale. Et les petites ondes que vous pouvez voir ici, par exemple, ça, faut surtout pas l'interpréter comme des ondes P. C'est vraiment une trémulation de la ligne de basse et ces petites vaguelettes, en fait, c'est la fibrillation de l'oreillette qui provoque cet aspect-là et ce n'est pas des ondes P, d'accord? Donc, il faut essayer de plusieurs indices. Donc là, déjà, le contexte. Je vous rappelle, c'est quand même une pathologie qui est très fréquente chez les sujets âgés. Les palpitations, c'est un mode de présentation classique. La fréquence cardiaque irrégulière, les QRS fins à l'absence d'onde P. Il n'y avait pas de doute, il fallait cocher, il fallait écrire fibrillation atriale. Voilà, donc c'est la fin de ce live ECG numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura éclairci un petit peu les idées. Pour ceux qui passent bientôt les EDN, je vous souhaite beaucoup de courage, ayez confiance en vous, c'est important. Voilà, restez bien concentrés, c'est long, c'est fatigant, mais voilà, il faut se dire que c'est finalement assez court dans toute une vie, donc essayez vraiment de rester focus sur les dernières semaines de révision et notamment aussi sur les jours d'examen. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. On dit toujours que le dernier des EDN, il s'appellera quand même docteur. Donc voilà, ayez confiance en vous surtout. Croyez en vos capacités et ça va bien se passer. Je coupe le partage d'écran et on va faire un petit peu le point sur les questions pour ceux qui en ont. Hop, partage d'écran coupé. Hop. Bon, et de rien, ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. J'espère surtout que c'est utile pour vous. Pour ceux qui entament seulement leur 5e année, qui ne vont pas passer là prochainement, vous aurez probablement d'autres lives aussi dans d'autres matières. On va vous faire plein d'entraînements. On est en train d'essayer de se coller à la réforme pour que vous ayez quelque chose qui ressemble énormément à ce qui va tomber et à ce qui pourrait tomber. Voilà, donc pour les questions, est-ce que vous avez réussi à avoir les réponses de Nicolas? Moi, je les vois. Est-ce que tout le monde a pu avoir réponse à ces questions? En ce qui concerne les questions, en tout cas sur les réseaux sociaux, sachez qu'on a globalement répondu à la plupart dans le live. Pour ceux qui avaient des questions sur les BAV, blocs de branche, troubles du rythme, troubles de conduction, Superwolf, tout ça, je vous invite à aller voir le premier live ECG. On répond à toutes ces questions-là qui ont déjà été posées, et notamment dans la partie commentaires aussi de la vidéo YouTube du replay numéro 1. Tout ce qui est troubles du rythme et conduction, je vous invite à aller là-bas. Ok, donc personne ne voit les réponses de Nicolas. Je ne sais pas s'il y a un bug. Je vais regarder un petit peu. Alors, en fait, j'ai l'impression que quand on quitte, on ne voit plus les anciens. Ah si, en fait, il faut faire précédent. Alors, attendez, je vais remonter tout en haut parce que quand vous avez... comment on fait pour remonter tout en haut?
Moi, je vois. Alors, j'avais vu une partie de vos réponses. Mais là, quand je remonte tout en haut, je suis sur l'AFA. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont posé des questions sur la cardiopathie ischémique. D'ailleurs, petite chose que j'ai vu passer, en effet, les inhibiteurs de P2Y12, on ne les fait pas avant la coronarographie, on les met une fois que le diagnostic est confirmé après la coronarographie. D'accord? On le fait pas. J'avais vu passer une question sur l'aspirine en IVD. En effet, c'est IVL. C'est 250 mg. Avant, on mettait aussi 300. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre passer? Alors là, dans les dernières questions, il y a la FA du dernier ECG peut être en lien avec un épanchement et sinon, pourquoi? Pourquoi tu voudrais qu'elle soit en rapport avec un épanchement? Parce que tu trouvais que c'était microvolté? Tu trouvais que c'était petit? Attendez, je vais regarder. Après, oui, la FA, elle peut avoir des triggers. Parfois, c'est un épanchement, mais là, le CG est pas forcément en faveur d'un épanchement péricardique. Tu ne vois pas de microvoltage. C'est vraiment un ECG de fibrillation atriale typique. Comment différencier tamponnade et épanchement péricardique? Alors sur un ECG, c'est pas toujours évident. Globalement, tu vas surtout avoir le diagnostic à l'échographie. Hein. La tamponnade, ça sera un signe de souffrance des cavités. L'épanchement péricardique, il est là, mais il n'est pas compressif. Une tamponnade, t'as des signes de collapsus du ventricule droit et de l'oreillette droite, et tu vas avoir des parois qui en fait s'aplatissent. Et puis nous, on peut faire des flux, si tu veux, Doppler avec nos appareils échographiques. Et on peut du coup voir s'il y a des signes de tamponnade. Donc ça, c'est complètement hors programme pour vous. Mais globalement, c'est vraiment l'échographie qui va nous aider à faire la différence entre un épanchement et une tamponnade. 8 microvoltages sur une dérivation. Donc souvent, le microvoltage, c'est quand même assez diffus. Sauf s'il y a un épanchement bien localisé. Là, honnêtement, je vois pas de microvoltage. Ah oui, sur AVF, tu penses? Non, là, c'est vraiment très isolé. C'est pas ça c'est pas ça. C'est vraiment la fibrillation atriale. Là, c'est un ECG typique et ce que tu peux interpréter comme du microvoltage en AVF, c'est pas le cas. C'est pas en lien avec un épanchement, mais de toute manière, toute fibrillation atriale, en principe, aura une échographie. Donc, on pourra vérifier dans tous les cas. Mais là, t'as pas de signe ECG typique. Dans tous les cas, on vous publiera toutes les réponses aux questions. On publiera toutes les réponses au moment du replay. On mettra les réponses dans la légende YouTube pour répondre à toutes les questions. Je ne sais pas, il y a des questions qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Alors, ce sont les mêmes doses que le traitement ST+. J'imagine que tu parlais des antiagrégants plaquettaires. Oui, c'est les mêmes doses qui sont utilisées entre le ST+ et le ST-, que ce soit en aigu, si jamais on doit faire des doses de charge. Et pour le chronique aussi, c'est exactement la même chose. Les statines sont prescrites à vie. Oui, tout à fait, c'est prescrit à vie, la statine. Des questions sur le CG dans la maladie. Ah bah non, ça c'est Nicolas. Il n'y a jamais d'élévation des troponines dans une simple péricardite. Non, une péricardite, il n'y a pas de troponine. S'il y a une élévation des tropos, il faut suspecter la myocardite. Voilà, faudra pousser un petit peu plus loin. Dans quel cas mettons des AOD sans passer par la case héparine? Globalement, les AOD, on peut les mettre d'emblée, surtout dans les embolies pulmonaires à risque intermédiaire, faible plutôt, et à bas risque. Tu peux mettre les AOD d'emblée, il n'y a aucun problème. Il faudra juste pas oublier de faire à forte dose au départ et après dose d'entretien. Ah là, je vois un petit peu de réponse de Nicolas. C'est bizarre que vous les voyez pas. Le CG3, le rythme était-il sinusal? Alors attends, je regarde. Je crois que oui. Ça ne me dit rien. Oui, tout à fait. Le CG3, il était sinusal. Si tu veux, tu pourras. Je vais te le. Je sais pas si je peux faire une capture d'écran. Ou alors je te le partage. Je te le partage rapidement et je te montre si jamais tu es encore là. Anonymous. Je te fais le partage d'écran vite fait, je vais te montrer les ondes P. Donc, rythme sinusal, c'est une onde P avant chaque QRS, un QRS après chaque onde P, une onde P positive en D2. Ici, tu as bien des ondes P, hein. Elles sont ici. Là, c'est des ondes P, ça c'est une onde P, ça c'est une onde P, ça c'est une onde P. Donc, tu as bien une onde P qui précède chaque QRS, une onde P après chaque QRS, avec une onde P qui est positive en D2. Donc là, tu as un ECG qui est parfaitement sinusal. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Je vais regarder les autres questions s'il y en a encore.
Ça, j'y ai répondu. Comment faire la différence entre une trémulation de la ligne de base de la ligne isoélectrique et un microvoltage? Alors, c'est pas toujours facile, mais la trémulation de la ligne de base, c'est surtout le reflet de l'activité atriale, hein, anarchique de l'oreillette, donc ça va faire des petites vagues. Le microvoltage concerne surtout les QRS, hein, qui vont vraiment être microvoltés avec des QRS de très faible amplitude. C'est comme ça que tu fais la différence entre les deux. La trémulation de la ligne de base, tu vois quand même que ce sont pas des QRS microvoltés puisque ça n'a pas la tête d'un QRS. Donc, c'est comme ça que tu fais la différence entre les deux. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai zappé des trucs? Ah, je suis désolée, Nicolas, je vois tes réponses parfois après moi. Alors, il y aura d'autres live cardio si ça intéresse, oui, certaines personnes, il n'y a pas de souci. Nous, on est toujours, on vous écoute et voilà, on est attentif à vos demandes. Si jamais, voilà, vous avez une thématique particulière sur les ECG, si vous voulez faire un truc sur l'insuffisance cardiaque, voilà, des choses qui n'ont pas encore été traitées, parce que là, récemment, il y a déjà eu 2 lives ECG qui traitent une bonne partie du programme. Voilà, pourquoi pas. Bon, c'est à voir, c'est à organiser. Ce sera selon la demande, s'il y a beaucoup de personnes intéressées. Ouais, les valvulopathies. Ouais, valvulopathie, insuffisance cardiaque, je pense que c'est les seules choses qu'on n'a pas traitées. Pour le moment, tout le reste, ça a été traité. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je couperai dans quelques minutes, d'ici 5 minutes à peu près, parce que là, je vois que les gens partent au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller revoir le live du premier ECG pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et voilà, accrochez-vous. Je sais que c'est pas facile. On a tous été dans cette situation-là il y a quelques années. Donc voilà, vraiment bon courage à tous. Ayez confiance en vous. Dormez bien. Faites attention à votre hygiène de vie. Et ça va bien se passer. Hein. Franchement, il faut avoir confiance en soi. Hein. C'est des périodes qui sont pas faciles et très stressantes, mais voilà, vous pouvez le faire. Bonne soirée aussi à vous. Merci beaucoup d'avoir assisté au live ECG. Bonne soirée, bon courage.